Bonjour le Book Club, bonjour Ludovic Villard. Quand j'ai ouvert Cartilage, je me suis retrouvé presque 15 ans en arrière, quand moi aussi j'étais intérimaire. Et j'ai revécu ces moments où on essaie de trouver des techniques pour gratter 5 minutes de sommeil, parce qu'on est épuisé. C'est une lecture que j'ai ressentie jusque dans mes mains. France Culture, le Book Club, Marie Richeux. Travail intérimaire, camion, bras vigoureux, corps abîmés, carton et sale rêve aujourd'hui dans votre book club. Composé de courts textes en prose, frisant le poème, le nouveau livre de Ludovic Villard fabrique un récit de vie de travailleurs intérimaires. Dans la lignée d'autres auteurs comme Robert Linhart, Joseph Pontus, Simone Veil ou Thierry Metz, ils sondent l'avilissement des corps réduits à leur force d'outils, mais regardent aussi les trouées de résistance. C'est le cartilage de l'amour-propre qui grince le plus fort, mais l'amour des mots, lui, demeure. Ludovic Villard est notre invité. Vers 15h50, comme chaque mercredi, Mathilde Wagman s'intéresse à la littérature jeunesse. Une grande question, la tarot d'aujourd'hui. Pourquoi tant de lapins ? Et en fin d'émission, on cherche de la musique dans les livres pour le grand jeu des pages musicales. Et vous inquiétez pas qu'on va en trouver dans le livre de notre invité. On est ensemble pour 1 heure, toujours faire attention à ces lombaires. Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Bonjour Ludovic Villard. Bonjour. Votre dernier livre s'appelle Cartilage, notes d'intérim. Il a paru aux éditions Le Castor Astral. C'est dans cette maison qu'on peut aussi lire votre recueil de poèmes « Il faut toujours se préparer à perdre ». Soyez le bienvenu dans Merci. le Book Club, que ce soit dans votre musique, que ce soit dans votre prose, dans vos poèmes. Il y a une sorte de présence comme ça, comme vibrante de vos lectures. Il y a même des images de bibliothèque, on y viendra, mais dans ces moments comme ça de travail intérimaire, il y a des échappées ou bien mentales vers des bibliothèques personnelles ou bien vraiment aller voir dans les bibliothèques des autres. Et ça tombe bien parce que ici tout commence par un questionnaire lecture. Donc on fait le portrait de nos invités en tant que ce sont des lecteurs. On imagine qu'ils ont été forgés ou formés par les livres qu'ils ont trouvés sur leur chemin, ou pas. Et le questionnaire commence toujours de la même manière. Est-ce que vous vous souvenez où, quand, dans quel paysage et peut-être à côté de qui vous avez vraiment appris à lire ? L'apprentissage en soi, pas tellement. Ça a dû se passer à l'école, j'imagine. J'ai pas un titre comme ça en tête. Après, je dirais que le plus vieux souvenir, je pense que c'est dans ma chambre, j'avais un placard avec des étagères remplies de bibliothèques vertes, qui étaient des vieux exemplaires, parce que j'ai un frère qui a 10 ans de plus. Et du coup, c'était ses propres exemplaires que mes parents avaient gardés. Il y avait pas de grosses bibliothèques à la maison, quelques bouquins par-ci par-là, mais pas de grosses bibliothèques. Mais oui, ces lignes de tranches vertes, là, je m'en rappelle très bien. Je me rappelle de versions simplifiées de Cro-Blanc, ce genre de choses. Et vous y piochiez ? Oui. Oui, assez vite. Et je me rappelle aussi alors, parce que j'aimais bien les images aussi, mais je me rappelle, les images, ça me fait penser aussi à l'époque, dans le salon, il y avait à l'époque, des on peut piles, on peut situer quand même, vous grandissez dans quelles années ? Moi, je suis de 83. Voilà, donc dans les années 90. C'est ça. Mais oui, vers 7-8 ans, j'aimais bien, il y avait je sais pas si vous voyez, les encyclopédies Alpha. Ça, c'est mes parents qui avaient monté ça. En fait, c'était des encyclopédies par correspondance. Ça, je l'ai su que après. Et c'est des grosses tranches. Alors maintenant, c'est un peu vieillot, c'est marronasse, mais c'est des gros volumes. Et en fait, on recevait chaque mois, enfin, mon père et ma mère recevaient chaque mois des petits fascicules qui mettaient eux-mêmes dans la reliure avec des espèces de languettes en métal. Qui complétaient l'encyclopédie. En quelques années, voilà, c'est ça, vous aviez toute l'encyclopédie. Et je me rappelle avoir pas mal regardé des images de moteurs, des images de trucs très techniques, d'animaux. Ça aussi, c'est un souvenir très présent, ouais. Est-ce que l'écart d'âge que vous mentionnez avec votre grand frère, il joue dans le rapport ou dans le goût et la curiosité que vous auriez eu enfant rapidement pour la lecture ? Enfant, je sais pas. Plus tard, c'est une évidence. C'est mon frère qui m'a fait lire. C'est mon frère qui m'a fait lire des livres un peu plus. Je pense à l'époque du collège, quand on a des lectures obligatoires, type l'Assommoir, des choses qui nous échappent complètement. On les lit sans les comprendre. Parfois, ça amène d'ailleurs un dégoût de certains auteurs qui se réparent plus tard ou pas.
Vous avez connu ça, le fait d'avoir été mis trop tôt en présence de textes qui vous échappaient, qui du coup vous ont comme rejeté, quoi. Ouais, il y a certains classiques que j'ai relus que à 25, voire 30 ans, quoi. Balzac, je l'ai relu que très très tard. Et encore, vous l'avez lu. Il y en a qui n'y reviennent jamais. Oui, c'est vrai. Après, mon frère, lui, il a un parcours un peu différent parce que lui, il a arrêté l'école super tôt, mais il s'est mis à lire de lui-même. Et notamment à cette époque-là du collège où, bon, j'aime bien Maupassant. C'est peut-être le Maupassant et Poe. Je sais qu'on nous avait fait lire Poe. C'était une judicieuse idée. Et c'est vrai que le reste est difficile. Et je vois que dans la chambre de mon frère, il y avait de plus en plus de piles de livres qui montaient, et surtout des séries noires. Donc mes lectures d'adolescent, il y a eu beaucoup effectivement de polars, vraiment la série noire. J'ai des souvenirs comme ça de Jean-Claude Izzo, par exemple. Il y avait des Marie Villard, des Simonin, des Chandler, un peu aussi les Dashiell Hammett, toute cette école américaine. Et là, je pense que c'est cette période où je prends vraiment goût à la lecture, quoi, où je me mets à enchaîner les bouquins. Est-ce que vous cherchiez quelque chose de particulier dans la lecture, dans les livres ? Avec les polars, non. Dans mon souvenir, c'était vraiment du pur plaisir, quoi. Le plaisir parce qu'on appelle ça de la littérature populaire, mais moi, j'aime pas trop faire des espèces de classes de paralittérature, tout ça. Un livre, c'est un livre. Il est bon ou il est pas bon. Mais non, là, c'était du pur plaisir. Je cherchais pas grand-chose. Par contre, je pense que... Et vous trouviez des trucs ? Ouais, je trouvais des trucs. Et je pense que justement, c'est par le truchement de cette littérature-là que je me suis peu à peu déporté vers d'autres choses et que j'ai pu lire d'autres choses, y compris des auteurs qui étaient un peu à cheval entre les deux. J'ai souvenir au lycée de mon frère qui m'a fait lire Nick Tosches, par exemple. Jamais entendu parler. C'est vrai. C'est quoi ? Nick Tosches, c'est un écrivain américain. À la base, il écrit beaucoup de livres sur le rock. Il a écrit une biographie de Jerry Lee Lewis, incroyable. Il a écrit un livre de référence qui s'appelle les héros oubliés du rock'n'roll, les années du rock sauvage avant Elvis. Donc c'est un type qui vient plutôt du journalisme musical, rock, mais qui à côté écrit des polars. Il a écrit notamment La religion des ratés et Trinité, qui sont les deux polars, ces deux polars phares. Et ensuite, il est parti vers des romans beaucoup plus élaborés, qui appellent un petit peu le roman noir, mais je pense notamment à La main de Dante, qui sont des ouvrages pour moi quasiment entre littérature savante et polar, quoi. C'est un vrai érudit, Nick Tosches. C'est un auteur vraiment important. Et par Nick Tosches, j'ai mis le pied dans un peu une littérature américaine. Selby Junior, notamment, vers Selby Junior. Et puis je découvre Bukowski, de qui je lis absolument tout. C'est une sorte de révélation. À quel moment, du coup, vous avez quel âge à ce moment-là ? Je sais pas, 17, 18 ans. 18 ans, ouais. C'est la révélation de quoi ? En terminale. Souvent, Bukowski apparaît comme une forme de révélation. Et je dois dire, souvent chez les jeunes hommes, il y a quelque chose qui, d'un seul coup, peut être une porte d'entrée vers la lecture ou vers l'écriture. Ouais, il y a quelque chose d'initiatique chez lui. Mais parce que son propre parcours, il est un peu comme ça aussi. Il est assez anarchique. Alors du coup, on peut je sais pas, il y a quelque chose de simple à rentrer. Alors moi, je suis rentré par les nouvelles. Parce qu'il fonctionne par couche, Bukowski. Je suis rentré par les nouvelles, puis après j'ai lu ses romans, ce sont des courts romans. Et ensuite, je suis venu à la poésie. Et finalement, le temps passant, 20 ans plus tard, je me dis que ce que je garde surtout de Bukowski, c'est la poésie. Et alors, qu'est-ce qu'on y trouve dans la poésie de Bukowski ? On y trouve tout. C'est lui, c'est ce qu'il disait. On y trouve tout. Je sais plus, c'est dans Factotum, je crois. Où il y a l'écrivain, enfin c'est lui-même, mais c'est un narrateur, et qui dit à son patron dans une usine de cornichons, je crois, je sais plus, de fabrication de bocaux de cornichons, et le type lui dit vous écrivez un livre, et de quoi ça parle ? Et il lui dit ça parle de tout. Il lui dit est-ce que ça parle de ma femme ? Et il lui dit bah ouais, elle y est. Et c'est un peu ça, je trouve, la poésie de Bukowski. Les portes sont ouvertes. Ouais, il peut se décrire en train de couper des tomates, ou alors après une scène de beuverie en train de se battre dans une rue, et tout est bizarrement beau, violent, un peu brut. Ouais, mais beau, toujours beau, je trouve. Et il y a un vrai équilibre. Ces poèmes sont, même formellement, formellement, il y a quelque chose. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est que si ça parle de quoi est une question, en fait, pas très opérante pour la poésie de Bukowski. La question, c'est ça en parle comment ? Et du coup, qu'est-ce qui est beau, y compris formellement, ou qu'est-ce que vous avez trouvé de beau à ce moment-là ? La forme éclatée des poèmes. J'aime bien parce que d'un coup, je sortais de ce que j'imaginais être
La poésie, autant j'avais lu des romans, de la poésie pas encore trop. Et d'un coup, le fait de mettre comme ça des mots, d'un coup sur une ligne, il y avait un seul mot. Et puis derrière, il mettait une longue phrase. Et puis hop, un seul mot. Et il sautait des lignes. C'était bizarre, quoi. C'était d'un coup, je comprenais que la poésie, c'était pas aligner des vers avec un nombre de pieds. C'était pas que la versification. Ça pouvait être autre chose. Ça pouvait être une musicalité différente, avec une forme éclatée, avec quelque chose parfois d'un peu dissonant, même visuellement. Et ça m'a intéressé. Ça m'a intéressé. Là, on a évoqué vraiment les fondamentaux de Ludovic Vuillard, la naissance du rapport à la lecture, le goût pour les livres, l'épiphanie avec Bukowski. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus récent qui aurait été un virage ou qui vous aurait ouvert d'autres territoires, quelque chose qui vous aurait un peu déplacé dans vos lectures? Alors celui qui m'a déplacé, c'est quelques années après, mais pas beaucoup finalement. C'est Calafert. C'est la grande, plus que Bukowski et plus que j'aime Dostoïevski, il y a des auteurs vers lesquels je reviens tout le temps, mais Calafert, ça a été quasiment même quelque chose de. Et alors, qui vous fait découvrir Louis Calafert? Ou comment vous le découvrez? Dans mon souvenir, mais je sais pas, dans mon souvenir, je trouve Septentrion dans une librairie que m'avait fait découvrir mon frère à Lyon, qui s'appelle Diogène. Dans le Vieux-Lyon, c'est une espèce de caverne avec des livres de partout, comme son par terre. Ouais. Et du coup, je lis Septentrion et c'est un grand choc. C'est un très très grand choc. Alors du coup, derrière, j'essaie de. Vous pouvez dire pourquoi? C'est un livre, j'avais jamais lu ça. C'est un livre, j'appelle ça un livre, je sais pas comment dire, un livre d'errance. C'est un narrateur, c'est son histoire un peu à lui. Hein. Un jeune type qui à peine adulte, travaille à l'usine et se cache dans les toilettes pour lire des livres. Et un jour, il décide de pas aller au boulot le matin et il va errer. Il va errer dans l'espoir d'écrire un grand livre. Il dort dehors, il dort chez des amis, il a peine à se nourrir. Voilà, il traîne, ça devient un vagabond. Et il n'arrive pas à écrire ce livre. Mais petit à petit, il sent que quelque chose monte et il sent que ce livre, il doit être fait. Et même dans son histoire personnelle, Septentrion pour Calafert, ça aurait été une lutte, une grande bataille, et qui aurait été d'ailleurs coupé. Septentrion, il a une histoire un peu particulière parce qu'il sort en 63, il est immédiatement censuré, officiellement pour pornographie, officieusement parce que c'est un livre complètement anarchisant, et il sera republié qu'en 63. Donc 20 ans de censure pour un roman qui pour un jeune type qui écrivait, moi j'écrivais déjà, et c'est un roman qui m'a tenu. Armé. Ouais, mais même tenu, ça vaut le coup, quoi. La leçon de ce roman, c'est ça vaut le coup. Et ça vaut le coup de vivre ou d'écrire? Les deux. Après, moi dans mon cas personnel, les deux choses se mélangent, sont intriquées, avec une trame très ténue. Oui, d'ailleurs, ça fait 2 fois, en soulignant le texte de Calafert et votre découverte de Bukowski, que vous faites le lien avec l'aspect autobiographique de leur œuvre, en tout cas un contenu autobiographique qui serait brassé dans leur œuvre. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous intéresse dans ce que vous lisez, Ludovic Vuillard? Oui, mais que je recherche pas forcément. Après, je pense, c'est un poncif que je lance là, mais je pense que de toute façon, même dans les œuvres de fiction, il y a toujours... on crée pas à partir de rien, on crée à partir d'expériences très concrètes qu'on peut après retranscrire de telle ou telle façon, mais enfin, il y a toujours de l'autobiographie, même dans un polar, quand on lit Chester Himes, il est son propre polar, quoi. Donc, mais après, ça m'intéresse, mais je pense pas qu'on soit obligé de lire forcément des biographies ou de connaître l'auteur. La plupart des auteurs, l'œuvre, elle doit suffire à elle-même. Est-ce que vous avez une table de chevet ou un carton près de votre lit? Oui. Est-ce qu'il y a des livres? Oui. Il y a quoi en ce moment, par exemple? En ce moment, il y a du Maurice Ponce. En ce moment, il y a je relis Les Tortues de Loïs Masson. Il y a un sacré bordel. Il y a un livre de Sadin aussi, d'Éric Sadin, sur l'intelligence artificielle. C'est des livres qui attendent ou c'est des livres qui sont vraiment là, train d'être lus? Ouais, ils sont en cours. J'ai la sale manie de lire tout le temps plein de trucs en même temps. Parfois c'est parasitant, parfois ça évacue certains bouquins au profit d'autres, mais c'est vrai que j'ouvre plein de livres en même temps et je les lis parallèlement comme ça selon les moments de la journée ou les états émotionnels. et oui, c'est des lectures parallèles, quoi.
Et aujourd'hui, ça occupe quoi comme place, la lecture, dans votre vie quotidienne ? Ça occupe une grande place, peut-être trop. Tous les jours ? Oui, tous les jours, oui. Plusieurs fois par jour. Après, je bosse en bibliothèque, alors ça aide pas. Et du coup, oui, la lecture. C'est le gourmand qui bosse en boulangerie, quoi. Un peu. J'ai moins de chances de devenir obèse, mais bon. Après, ça se partage quand même entre lecture et écriture. Mais c'est par période. Les périodes où j'écris beaucoup, je lis beaucoup moins. Parce que sinon, ça me parasite. Ça crée une sorte de brouillage et on a tendance peut-être à corrompre sa recette en mettant des ingrédients des autres. Alors il vaut mieux, c'est ma manière de faire, hein, mais il vaut mieux un petit peu séparer. Cuisine séparée. Exactement. On va évoquer votre livre Cartilage, notes d'intérim juste après de la musique, parce que vous faites aussi de la musique sous le pseudo Lucio Bukowski, pour le dire comme ça. On va écouter une chanson qui s'appelle Chardon bleu. C'est un titre éponyme d'un album qui est sorti cette année 2024. Et dans cette chanson, vous dites, ou le narrateur dit, ou celui qui pose dit qu'il cherche la formule de la vie heureuse. Quelque chose comme ça, ouais. Ils sont partis en poussière, nous les rejoindrons. La ville a mangé tous ces grands jardins, des vautours autour de ces beaux chardons. Je plonge dans une peinture de Jean Chardin. Nos corps seront froids, qu'est-ce que ça peut faire? Nos cœurs le sont déjà et ils demeurent quoi? Après un cauchemar, des pleurs plein la voix. Le petit me dit papa ne meurt pas. Je veux pas lui mentir, trouve une diversion. Je lui dis regarde ce que les éclairs font. Au loin par la fenêtre ces dessins de feu. C'est rien qu'un fat cap dans les mains de Dieu. Y a des grands silences qui ne s'expliquent pas. Des nuits sans fin où l'on ne réplique pas. Des chutes éthérées, gouffres délicats. Du sang séché sur le bout des doigts. Les temps se déplacent entre mes vertèbres. Chant les vibrations dedans mes vertèbres. Nos parents sont proches de leur dernier gouffre. On prendra la suite jusqu'au dernier souffle. L'acceptation c'est déjà la paix. Une pour les tiens qui manquent à l'appel. La grande osseuse est une bonne semeuse. J'ai trouvé la formule d'une vie heureuse. 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 Cendres s'éparpillent dans les matins calmes. Ils jouent leur foi dans des martingales. Perdront leurs âmes à force d'étroitesse. Pour eux la passion c'est que de la faiblesse. On dresse des cloisons et on sent vivant. Toute cette poudre noire s'en est enivrant. On recherche l'amour, ils nous calculent pas. Au fond de nos yeux y'a que des calculs froids. Des sexes sans chaleur et des langues qui se taisent. Des corps consommés et de grandes tristesses. Désirs carnassiers restent inassouvis. Leur zone érogène c'est que des carrosseries. Ça boue en dedans c'est la joie qui monte. Un jour de plus c'est le cœur qui gronde. Je vois pas le temps passer, je vois ce qu'ils mettent offert. Pour mes fantômes j'ai vodka au frais. L'acceptation c'est déjà la paix. Une pour les tiens qui manquent à l'appel. La grande osseuse est une bonne semeuse. J'ai trouvé la formule d'une vie heureuse. 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 France Culture, le Book Club, Marie Richeux. Élancement, courbature, tendinite, ankylose, crampes, déchirement, brûlure, coupure, écrasement, crispation, pincement, tétanie, spasme, dorsalgie, contracture, épuisement, irradiation, nausée. La liste paraît pouvoir s'allonger infiniment. Dans votre dernier livre, Ludovic Vuillard, vous auscultez en texte bref ce que le travail pénible, répétitif et épuisant de déménageur fait au corps. Les muscles douloureux, la fatigue qui alourdit, qui accroît la lassitude, qui épuise le désir et rend vain l'élan vital ou amoureux.
La douleur physique se transforme en couche épaisse de colère et d'hypertension pour ces hommes, mais vos textes regardent aussi de très près toutes les minuscules échappées, beaucoup par la lecture, par l'écriture ou par la pensée de l'écriture, par la musique, quelques solidarités, l'eau d'un plongeon dans une piscine, la caresse du soleil, un massage à l'odeur de camphre et l'infatigable résistance pour rester digne. Cartilage, note d'intérim, c'est le titre de cet ouvrage paru aux éditions Le Castor Astral. On en parle avec vous dans ce book club aujourd'hui, Ludovic Vuillard, et on commence tout de suite par le début. Un ami qui y travaille depuis 1 an me dit que la direction embauche des journaliers à partir de juin et qu'ils ne sont pas très regardants quant à l'expérience professionnelle. Pas d'entretien, pas de curriculum vitae, un coup de téléphone de quelques minutes à la secrétaire et l'affaire est conclue. Ils ont seulement besoin de bras vigoureux pour soulever et de colonnes vertébrales assez résistantes. Je deviens corps-outil. Nous sommes payés à la journée, selon la quantité de chantier que l'entreprise doit honorer. Il faut appeler la secrétaire la veille, qui nous confirme notre présence au planning, ou nous dit de retenter notre chance le lendemain, à partir de 16h. Lorsque l'on oublie d'appeler, on prend le risque de venir pour rien le jour suivant. Ça arrive régulièrement. En ce moment, ils ont besoin d'un paquet de journaliers. On me dit de me présenter dès 7h. C'est le tout début de votre recueil, Cartilage, note d'intérim, Ludovic Vuillard. Comme pour savoir un peu où on arrive, d'une certaine manière, c'est un recueil qui est sous-titré récit. Donc, ça veut dire qu'on sait à la fois où on arrive et pas complètement, parce que dans la page, il y a quelque chose de la forme poétique ou de l'éclat bref ou du fragment. Et en même temps, il y a l'idée du récit qui laisse entendre autre chose. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous, ce mot récit ? En fait, c'est pas tellement le mot récit. Alors, récit parce que ça raconte quelque chose. On part d'un point A et on finit à un point B. Après, pour moi, c'est vraiment un récit en fragments. D'où le mot note. Ouais. C'est écrit comme un journal. Mais là où j'aurais pu faire peut-être des poèmes sur telle ou telle expérience, là, on suit vraiment une trajectoire. Ça, c'est important. Et le fragment est aussi important parce que la forme elle-même, cette forme du fragment, elle est aussi expression de l'épuisement. C'est-à-dire que quand on porte des choses toute la journée, ou pas seulement, on peut aussi travailler en usine, on peut aussi faire différents boulots physiques qui épuisent. Si le soir on décide de mettre en mots notre expérience, on pourra pas écrire un roman, on pourra pas écrire 30 pages, on le fera de manière succincte. Parce que l'énergie qui est encore à notre disposition, elle est menue. Elle est réduite. Et le fragment, je trouve, montre ça. C'est vraiment des éclats, comme des sursauts finalement, des sursauts de témoignages, mais qui peuvent pas être. Alors certains, oui. Peut-être on en parlera après. Il y a des poèmes intégrés aussi, mais sinon, ces fragments ne peuvent pas être lus dans n'importe quel ordre Parce qu'il y a cette idée-là du récit et l'idée d'une continuité, d'une trajectoire, comme vous le disiez au départ. Et d'ailleurs, de ce premier coup de fil et de ce premier pacte de « je deviens corps-outil », et bien ensuite, il y a l'entrée, la rencontre avec un certain monde du travail, avec certains collègues, certaines figures, et petit à petit, on peut faire l'expérience juste de suivre un personnage, quoi, dans ce qui va traverser. Mais parlons-en tout de suite de l'incursion de certaines formes poétiques à proprement parler. Ludovic Vuillard, j'ai cité tout à l'heure en début d'émission un recueil où il est vraiment question de poèmes. Oui. Il y a quelques poèmes qui viennent comme ça, qui surgissent dans ces notes d'intérim. Ils ont quel statut ? Ils viennent dire quoi ? C'est le bon mot, le surgissement. C'est le surgissement, à la différence de tous les autres fragments, de tout le reste du texte. On a plutôt, disons, une langue, des champs lexicaux qui se réfèrent à des choses beaucoup plus organiques, mais organiques du point de vue, beaucoup de références à l'antique, beaucoup de références au corps, mais au corps qui n'est plus contraint, beaucoup de références au sens, aux odeurs,
à la vision. C'est une poésie qui est plus chatoyante, mais presque même à la frontière de trop. Du lyrisme, quoi. Exactement. Parce que du coup, c'est les échappées, quoi. C'est lorsqu'on relâche. D'ailleurs, ils sont en italique, donc à la fois c'est une manière de sortir du texte d'un autre corps de texte, mais l'italique, ça fait toujours ça amène toujours un petit peu de lyrisme, ça amène toujours un peu une autre dimension, on va dire. Tout à l'heure, je disais que c'est un texte qui ausculte de très très près les corps. Il s'appelle Cartilage, c'est pas pour rien. On voit des tendons, on voit les lombaires. D'ailleurs, on a hyper envie de se tenir droit après. les muscles, la fatigue et compagnie. Mais il y a aussi ces trouées, ces échappatoires à tout ce que le texte produit d'enfermement, de répétition, de fatigue, d'écrasement, d'avilissement. Et il me semble que ces poèmes, vous disiez, oui, ce sont des surgissements, mais c'est aussi des trouées dans le quotidien, quoi. Ça vient rompre ce qui semble devoir aller comme un rouleau compresseur sur les êtres, quoi. Oui, il y a quelque chose de l'ordre du fantasme, d'un monde fantasmé, tout à fait. Tout à fait. D'où, d'ailleurs, je parlais de référence à l'Antiquité, parce que là, on est dans un monde fantasmé, le monde des temples, des colonnes, des rituels, des viandes qui grillent, des viandes rituelles. Vraiment dans l'ordre de quelque chose de cérémoniel, mais qui est, oui, complètement onirique, mais qui vient faire, finalement, qui vient contrebalancer l'aspect froid du métal, du carton. Des camions, du 5 heures du mat. De tout cet outillage, des métros aussi, enfin des métros, des bus, on passe de quelque chose de vivant à quelque chose de très mécanique, y compris l'ossature, les tendons, tout ça c'est de la mécanique au même titre que les moteurs. Et les poèmes, c'est le petit grain dans la mécanique, quoi. C'est ça, c'est une forme de micro-résistance personnelle, intime. D'ailleurs, ils arrivent dans le corps du texte à chaque fois, c'est des moments où le personnage, mais on va revenir là-dessus, a un tout petit peu d'espace vital et mental pour écrire, quoi. C'est comme une résistance à l'engrenage, y compris temporel, y compris, on va dire, capitaliste, de production et d'attente des corps-outils. Là, il y a un tout petit peu de place pour ça, quoi. Bien sûr. Et c'est pareil sur la page, il y a un peu de place pour ça. Je reviens sur ce mot personnage, parce qu'on a dit à la fois pour Bukowski et pour Calafert, on a parlé de ce brassage du contenu autobiographique. De quoi naît ce texte-là ? Est-ce que c'est intéressant, par exemple, de vous demander, est-ce que vous avez fait ce travail-là, et en quoi est-ce que, on va dire, la vérité de cette expérience physique-là, elle changerait notre lecture ? Alors là, en l'occurrence, c'est une pure expérience. J'ai fait ça. Alors, c'était plus long, mais entrecoupé. En fait, j'ai fait ça pour payer mes études quand j'avais de 19 à 24 ans. J'ai fait ça 5 ans, mais je faisais ça en saison. Je faisais en gros de juin à septembre quand ça traînait. Voilà, je faisais ça quelques mois. J'accumulais un maximum d'argent et puis ça me permettait de vivoter le reste de l'année en assurant mes études. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'en fait, je suis rentré dans cette boîte par facilité. C'est-à-dire qu'un pote, il bossait, il m'a dit, c'est facile, t'inquiète, il n'y a pas besoin de CV, ils prennent n'importe qui tant que t'as des bras et que tu portes. Et je l'ai fait par facilité. Alors qu'en fait, en lui-même, j'aurais dû plutôt laisser des CV et dans des endroits où le travail est moins difficile. Donc, je suis resté dans quelque chose par facilité qui, en fait, était la dureté même, la violence même. Mais après, tout à l'heure, dans l'extrait, enfin, il parlait de, je sais pas, il y avait quelque chose de beau. L'auditeur. Effectivement, ouais, c'est ça. Effectivement, il y a quelque chose aussi de beau. C'est vrai. C'est vrai parce que c'est une acquisition de connaissances, de tout type de connaissances sociales, de connaissances de soi, de connaissances physiques de son corps, de prise de conscience de son corps. Parce que c'est pas qu'un écrasement du corps, c'est aussi une manière de le sentir et de le penser. Oui. Alors quand on a le nez dedans, non. C'est pour ça d'ailleurs que moi j'ai mis beaucoup de temps à écrire ça. J'aurais peut-être pu l'écrire il y a quelques années, mais je pense qu'il faut un grand recul pour analyser ça, parce que quand on est dedans, au même titre que quand on est dans le camion et qu'on porte, on n'a pas envie d'écrire un poème. On le fait plutôt le week-end ou la nuit, ou il faut un certain recul. Et là, il m'a fallu un certain recul pour analyser tout ça. Mais quand je parle de beau, c'est pas de la beauté. Je vais pas rendre lyrique l'aliénation et les hernies discales, parce que c'est pas le cas. Mais ça apporte quelque chose. Moi, ça m'a apporté quelque chose de puissant. De puissant, ouais. Cet effort, puis ce sentiment-là, il faut le goûter. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas forcément goûté
un travail réellement avilissant. Et je pense que du coup, il leur manque quelque chose. Dans l'expérience du monde, vous voulez dire, ou dans Oui, l'expérience absolument, politique oui, du bien monde? sûr. Non, de l'expérience de la violence sur soi. Là, c'était professionnel. Mais je pense que ça apporte aussi. Ça apporte quelque chose. Alors moi, ça m'a apporté, pour le coup, des hernies discales. Un dos un peu pourri que je trimballe encore aujourd'hui. Mais ça m'a aussi apporté un outillage de compréhension sur plein de domaines. Et y compris sur l'humain. Là-bas, j'ai fait aussi des rencontres étonnantes, bizarres. On va en parler justement. Vous dédiez ce livre à ceux qui portent. Oui. Très belle dédicace. Et vous prenez un texte de Thierry Meurtz en épigraphe. On va écouter une archive. Manœuvre est auteur ici. Il s'exprime en 1990. J'avais trouvé un emploi comme ça par une agence d'intérim et qui m'envoyait sur ce chantier. Mais au départ, il n'y avait pas le projet d'écrire sur le chantier, d'en parler, d'aucune manière. J'allais là pour travailler, pour gagner de l'argent, puis c'est tout. Vous décrivez le lieu où vous travaillez comme un lieu où les mots sont absents. Par exemple, le chef est laconique, il dit « tu connais le travail, tu le fais ». Et c'est tout. Il y a une économie de mots terrible, et vous protestez contre cette économie de mots. Mais justement, c'est à partir de cette raréfaction, à la fois de cette absence, presque pendulaire, Oui, c'est ça. Ça bat dans le chantier, ça passe d'un homme à l'autre, Il faut aller vite, il faut attraper au vol, à travers ces bribes de phrases, de conversation, essayer de trouver le mot qui va approfondir cette densité d'écriture. C'est la voix de Thierry Meurtz en 1990, auteur, poète français qui est né en 1956 et mort en 1997, que vous citez en exergue de votre livre, Ludovic Vuillard, qui parle de l'absence de mots, de l'âpreté, de l'économie de mots. Et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans les fragments de texte de votre texte, Cartilage, note d'intérim, comme si, en tout cas c'est comme ça que je l'ai lu dans votre texte, comme s'il y avait un croisement entre l'avilissement du travail répétitif et difficile et la masculinité, et l'héritage d'une certaine masculinité des hommes qui ne parleraient pas, Ludovic Vuillard. Est-ce que vous diriez que c'est au moins ces deux choses-là qui se rencontrent? Alors, c'est possible. Alors d'abord, c'est très juste ce qu'il dit sur le silence, ou en tout cas sur l'économie de mots. L'économie, la réduction, Mais surtout, on se dit rien, en fait. On se dit rien de personnel. Les quelques mots qu'on se dit, en fait, ce sont des choses essentiellement techniques, essentiellement pratiques. Et je connaissais pas cet extrait. Il est terriblement vrai. Sur la masculinité, oui, évidemment. Déjà, c'est un monde intégralement masculin. La seule femme qu'on croisait, c'était la secrétaire qui faisait les plannings. Qui a un rôle important parce que si on l'appelle pas à 16h la veille, on peut se pointer pour rien le matin. C'est ce qui arrive souvent. Parce qu'on pense pas tout le temps. Quand on finit une journée à 19h, on a zappé dans la journée on vient le matin, on s'est levé à 5h, on arrive pour pointer à 7 et on nous dit bah non, vous rentrez chez vous. Alors faut rentrer chez soi, Et donc effectivement, elle c'était la responsable planning. Donc en même temps, on essaye pour pas qu'elle nous mette sur des chantiers trop violents, on essaye d'être poli. Mais dans mon souvenir, elle ne l'était pas tellement. Et donc oui, un monde parfois même avec des rencontres, certaines personnes avec qui j'étais content de pas retomber sur certains chantiers, avec des remarques, avec des états d'esprit très malsains, sur des chantiers, des réflexions sur des femmes, même des très jeunes filles sur une page. Il y a un exemple d'une remarque assez brutale. Après, ces hommes-là, c'est vrai que c'est aussi dans certains milieux professionnels d'être sans cesse. Comment peut se développer une vision, d'ouverture, une vision de quand on est que entre hommes et en plus entre hommes écrabouillés par la hiérarchie du dessus, quoi. Donc je pense qu'il y a aussi de la colère, mais il y avait pas que ça. Il y a aussi des gens. Je pense que les gens qui avaient, par exemple, des familles, etc., des femmes, des enfants, je pense s'en sortaient mieux et subissaient peut-être moins cette violence-là parce qu'ils avaient une ouverture sur autre chose. Mais il y avait aussi beaucoup d'hommes seuls,
Ils se levaient le matin, ils vivaient seuls, ils venaient sur les chantiers avec que des mecs, ils rentraient chez eux le soir, ils étaient seuls et ils revenaient le lendemain matin, et ainsi de suite. Et je pense que c'est un monde quand même étriqué et qui rajoute à la violence. Ouais. Il y a aussi quelque chose dont on sent, c'est-à-dire qu'il y a évidemment une description très minutieuse de l'alourdissement des corps, de leur souffrance, mais on sent aussi que tout se diminue, qu'il y a plus beaucoup de place pour n'importe quel élan vital, c'est-à-dire que le désir, mais tous les désirs, c'est pas que le désir amoureux et sexuel qui s'assèche, c'est le désir de regarder le monde, de prendre de la lumière, le personnage, ou vous, en tout cas, à un moment donné, se retrouve dans un carré de soleil, dans un moment, bon, et c'est comme si il s'étonnait d'en jouir et d'y trouver de la douceur, comme tout est diminué, quoi. Alors qu'on leur demande d'être très fort. Oui. C'est un monde qui, c'est un monde qui. Et puis en plus, plus on y passe de temps, il y a beaucoup de boulot. C'est pas que le déménagement, mais beaucoup de boulot où quand on passe un certain cap et qu'on est dans ces travails depuis un certain temps, je veux dire les maximes du développement personnel, du quand on veut, on peut, etc. Je veux dire, tout ça est faux. C'est un monde social extrêmement dur qui finit par se folklore sur soi et des gens, c'est des gens qui pour la plupart ne pourront pas sortir de ces jobs-là. Ils peuvent pas se réorienter à 50 ans alors que ça fait 30 ans qu'ils portent des meubles. Donc il y a aussi un aspect concentrationnaire là-dedans, quoi. Il y a vraiment un aspect on se retrouve emprisonné dans un monde professionnel ultra brutal. Mais ce que disait Thierry Messe, c'est que bizarrement, de cette économie de mots, mais peut-être parce qu'il arrive avec d'autres bagages et que c'était aussi votre cas, de cette économie de mots, de cette absence de mots, il y a comme une sorte de désir d'écrire qui en devient plus fort. Est-ce que ça a été votre cas ? Oui, tout à fait. Mais Thierry Messe, c'est un poète. Du coup, il transforme le chantier en poème. Et Thierry Messe, je le signale, mais moi je l'ai découvert en fait, pareil assez tard, grâce à Joseph Pontus, qui le cite dans son bouquin. Et pareil, Pontus, il a joué un rôle quand même dans Cartilage, notamment sur la forme. Il l'a pas écrit comme un roman à proprement parler. Il revient à la ligne à chaque fois, comme ça. Il y a une manière très. C'était d'ailleurs il me semble que c'était le titre de son livre, non ? À la ligne. Oui. Feuillet d'usine, c'est ça, sous-titré, il me semble. Et je pense que, je sais pas si c'est conscient ou pas, mais ça a joué un rôle. Je trouve que c'est un très très grand livre. Il étudie un autre monde, le monde des abattoirs, mais c'est un très très grand livre. Et sur effectivement la transformation de l'expérience de la violence en œuvre littéraire, oui. Mais alors, encore une fois, moi, avec beaucoup de recul, quoi. Il m'a fallu le mûrir. Ouais. Oui, c'est ça. Et il dit un truc très juste. Mertz, il dit, c'est vrai que quand on est dedans, finalement, on est presque empêché de le faire. Et moi, ça a été mon cas. Je pensais pas. Il dit qu'il faisait ça pour les sous. Moi, c'est pareil. Je le faisais pour les sous. Je le faisais pas pour avoir une expérience à partir de laquelle j'écrirais une œuvre littéraire. On sent bien qu'il y a une grande hiérarchie et hiérarchisation des rapports dans ce travail intérimaire. Et puis, au hasard des personnes chez qui vont ces déménageurs, ils découvrent aussi d'autres hiérarchies sociales. Alors, il y a beaucoup de hiérarchies plus élevées que leur classe sociale de travailleurs à eux. Et il y a parfois des hiérarchies en dessous. Ils rencontrent des êtres qui sont encore plus, qui paraissent, en tout cas dans votre écriture, Ludovic Vuillard, encore plus broyés par le système qu'ils ne le sont eux-mêmes. On se gare devant l'allée, pas de réponse quand on sonne. Le gérant du Sonacotra débarque et nous ouvre la porte de l'immeuble. Nous montons au 2e étage. Il a la clé du studio et il a fait jouer dans la serrure. Le type nous laisse le précéder dans les lieux. L'odeur insoutenable me serre aussitôt la gorge. Un vieil homme se soulève d'un fauteuil délabré et se met à hurler des sons inarticulés. Le gérant nous dit de ne pas faire attention. Le vieux, un ancien harki, a la langue coupée. C'est pour ça les cris bizarres. Il continue en disant qu'on lui a trouvé un logement ailleurs, dans un autre foyer, et qu'il faut tout vider. Alors comme des cons, on vide, oscillant entre l'envie de fuir et celle de dégueuler. Chaque objet est poisseux ou gluant. Derrière un cadavre de cuisinière, des excréments de chat ou de chien,
Les vêtements entassés dans des sacs poubelles dégagent une odeur acide. Pendant ce temps, le vieil homme poursuit ses invectives. Il nous jette au visage toutes sortes de malédictions pleines de voyelles remâchées. Sans un mot, nous accélérons nos gestes pour quitter au plus vite l'endroit et ses cris. Sur le chemin du retour, chacun conserve le silence. C'est un deuxième extrait de votre livre Cartilage, note d'intérim, Ludovic Viard, que vient de lire Jeanne Aléos. Et en fait, on sent que ce travail d'intérimaire, de porteur, de déménageur, c'est aussi un poste d'observation. En tout cas, ça devient un poste d'observation. C'est-à-dire que, en fait, vous allez aussi chez les gens, vous entrez dans des intimités. Je disais tout à l'heure, c'est un détail, mais vous pouvez voir des bibliothèques et des tranches de couverture de livres. Et puis, vous pouvez aussi découvrir des réalités sociales très, 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 très difficiles. C'est comme si ça ajoutait encore un étage à ce que vous décrivez d'un monde très, très dur pour les personnes qui sont à un certain endroit de l'échiquier social, quoi. Bah là, cette scène, elle montre que, en plus, ils peuvent faire du sale boulot, quoi. Oui, bien sûr. Il y a aussi l'exemple de cette femme qui doit partir. Cette petite veuve, je la revois encore. Et mais c'est aussi là, c'était pas le cas. Cet homme était très âgé. Et je pense qu'il comprenait pas tout ce qui se passait. Il hurlait. Mais à l'inverse, il y a cette petite dame qui était super charmante, qui était heureuse de nous voir débarquer parce qu'on discutait avec elle, nous parlait un peu d'elle. Et il y avait ça aussi. Il y a aussi ces moments-là. Il y en a plus d'un dans le bouquin. Il y a aussi des gens qui nous accueillaient de manière très correcte, des rencontres avec des gens pour boire un coup, même parfois. Oui, ça arrivait. Mais des gens avec des passions, des gens avec des bibliothèques dans lesquelles j'ai piqué 2-3 livres parfois. Mais je pense que pour certains, ils savaient même pas qu'ils les avaient. Mais oui, et puis de pénétrer aussi, ça par contre, c'est quelque chose à la fois assez beau, assez triste, mais de pénétrer dans vraiment dans l'intimité des gens, de débarquer le matin et de ranger leurs affaires, de les déplacer, de les emballer. C'est aussi là, la forme de Fragon, elle fonctionne assez bien parce que c'est comme des espèces de photographies d'intérieur à chaque fois, quoi. Oui. Et puis il y a 2 phases. Il y a vraiment la phase où on vide, donc il y a la vie des gens, c'est-à-dire à travers leurs objets. Et puis il y a quand on finit. Et il y a ces pièces vides qui restent. Ça, j'aimais bien regarder un peu avoir le dernier regard sur cette pièce vide avec les blancs sur les murs là où il y avait eu des cadres. Il y avait quelque chose presque de l'ordre du privilège d'être là, de voir. Il y a eu un lieu de vie et puis là il y a plus rien et on assiste un peu comme si on s'attendait à voir surgir, je sais pas, un fantôme mais les espaces de vie des gens. Ça c'était intéressant. Après là, je le dis maintenant, mais est-ce qu'à l'époque je me disais waouh, c'est vrai que c'est intéressant de voir chez les gens, ou est-ce que c'est après quelque chose que j'ai mûri et puis presque inconsciemment qui restait comme ça. Mais ce que j'allais dire, que ça dit comme une forme de disposition comme esthétique à tout ça, quoi, d'être attentif à ce que vous étiez en train de faire, à ce qui se déplaçait, parce que peut-être que vous aviez un peu plus de place que les autres dans votre tête pour le voir, ou que vous y étiez plus sensible. Non, je crois pas. Je pense que encore une fois, c'est de la retranscription littéraire, en repensant à j'ai plein de souvenirs. Oui, mais ça crée quelque chose. Ouais. Mais en les revisualisant, peut-être je les réinterprète à ma façon. Parfois, j'ai la sensation de vraiment avoir vécu ça. Est-ce que parfois, moi-même, je me leurre pas en me disant que je pensais à tout ça en regardant la pièce vide, ou est-ce que ça me l'a... ou est-ce que c'est resté comme une image comme ça imprimée? Et en même temps, dénouer le souvenir de sa réalité, c'est compliqué. Et en même temps, parfois. Vous avez dit, un texte, ça doit exister pour ce que c'est. Et le plus important, c'est au final le texte qu'il y a sur la page. On va écouter Thibaut, l'auditeur du Book Club, qui vous a lu Ludovic Viard. Bonjour le Book Club, bonjour Ludovic Viard. Quand j'ai ouvert Cartilage, j'ai revécu cette absence de perspective et ces douleurs. C'est une lecture qui fait mal aux articulations. Et puis malgré tout ça, de la beauté qui naît de ces mots. Vraiment, une poésie de dingue.
Et justement, je me demande ce que faire naître la beauté de ce quotidien aliénant, c'est un moyen de survie face à ça, ou ça a une portée un peu plus politique, quelque chose, enfin, faire découvrir la vie des prolétaires à ceux qui ne le sont pas, cette réalité, ou participer à une conscience de classe, ou même un moyen de lutte. Merci beaucoup. C'est dit avec beaucoup de... C'est sur la pointe des pieds. Merci à vous, Thibaut, pour votre lecture et pour ces questions, en fait, Ludovic Vuillard. Moyen de lutte, rapport à la beauté. C'est les trois. Conscience de classe. On va dire que conscience de classe et moyen de lutte, ça s'imbrique. Ça se regroupe quand même. Donc évidemment, il y a de ça. Évidemment, il y a l'idée de témoignage pour mettre en valeur un monde qui l'est rarement, finalement. Surtout dans l'art, dans la poésie, où on a tendance à vouloir privilégier, je sais pas, soit la beauté, soit le trash, mais jamais quelque chose qui est de l'ordre du réalisme, de quelque chose d'assez simple en fait, mais complexe. Et je trouve, c'est mon avis personnel, j'ai pas lu tous les livres qui sortent, Personne. Exactement, c'est dommage. Quoique, non. Mais en tout cas, je trouve que c'est un monde qui est sous-représenté, qui est terriblement sous-représenté. Et à chaque fois que quelqu'un tente une expérience en général, je trouve ça vraiment super intéressant. Pareil, sur le tard, j'ai découvert Tout tableau, un texte de Tommaso Di Chiaula, qui était un écrivain, poète, qui lui a travaillé, je crois que c'était chez Fiat, dans les usines Fiat, dans les Pouilles. Et pareil, c'est une sorte de carnet d'usine, et dans lequel il intègre plein de choses, aussi des choses de sa vie quotidienne. Moi j'aime beaucoup cet aspect, ces chroniques, on est presque dans la chronique, de la vie d'hommes et de femmes simples, mais néanmoins majoritaire. Je veux dire, Bien sûr. Si on essaie de chiffrer un peu, la plupart des gens font des boulots souvent difficiles, qui entraînent des problèmes physiques, qui entraînent des tendinites, qui entraînent voilà. Donc il y a forcément ça, oui. Vouloir représenter un monde social, le mettre en évidence, le mettre en forme d'une manière. Et là, ça rejoint sa première remarque, de le faire de manière à ce qu'on en fasse quand même une œuvre intéressante esthétiquement, une œuvre intéressante poétiquement. Parce qu'il y a ça qui est toujours particulier dans la prose ou la poésie qui s'approche de mondes difficiles comme ça, c'est que, par exemple, pour votre texte, Ludovic Vuillard, il est encore une fois beaucoup question de la fatigue et de l'épuisement, quoi, et de la répétition aussi. Enfin, c'est... Voilà, on n'a pas parlé beaucoup du chronomètre, mais c'est quand même très là, le temps qu'on a, le temps qu'il faut, l'heure à laquelle on doit se lever, le peu de sommeil qu'on gratte le matin, la manière dont ça tombe dessus le soir, bref. Et pourtant, c'est pas un texte sans vitalité, au contraire. Alors on a parlé de la puissance de la forme courte qui peut créer ça, mais il y a de la vitalité, quoi. Il y a de la vie dans ce texte qui arrête pas de dire combien on enlève de la vie à ces corps. Alors ça, c'est quoi ? C'est le travail de quoi ? C'est une bonne question. C'est un instinct de préservation. Et par l'écriture. Par l'écriture, oui, par l'écriture ou par l'œuvre. Ça pourrait. Je pense, il y a des gens. Par exemple, il y a un personnage qui joue plutôt lui de la musique. Il y en a un qui est fasciné par le cinéma. Enfin, je veux dire, dans le quotidien, il est nourrissant. Il faut savoir trouver ce qui est nutritif dans ces expériences-là. Et parvenir à en faire quelque chose de formellement, je sais pas, unifié, équilibré. Mais en tout cas, l'idée de vitalité, oui, elle est là. Je veux dire, l'art, enfin moi je le considère comme ça. Je parlais pas d'art, à la limite, je parlais d'écriture. Mais pour moi, l'écriture, effectivement, elle est de l'ordre de la préservation d'un élan vital comme ça qui nous habite
Je pense que la plupart des gens qui écrivent vivent ça comme ça. Et on a entendu tout à l'heure la musique que vous faites par ailleurs. Il y a quelque chose de la musicalité, bien sûr, de la rythmique qui est très présent dans les textes que vous écrivez. C'est à cet endroit-là que les deux pratiques se rencontreraient ? Le rap, le fait de dire ces textes ou de poser ces mots sur de la musique, et là, de les publier, c'est à l'endroit rythmique que ça se rencontrerait ? Oui, je pense. Les deux sont faits par nécessité, par une forme de nécessité intérieure. Assez jeune, je sais pas pourquoi, j'ai été propulsé dans de vouloir écrire. Après, je sais pas, il y a peut-être des gens qui se l'expliquent. Moi, je l'explique pas vraiment, mais assez rapidement, force est de constater que c'est devenu une nécessité. Et d'abord sous la forme, effectivement, du rap. Bien que, en fait, j'écrivais avant de faire du rap. Je me suis mis à rapper ce que j'écrivais parce que c'était le milieu qui m'environnait. Ouais. Tout le monde écoutait du rap, j'écoutais du rap. Je me suis dit, c'est un bon moyen, en fait, de faire à la fois ce que j'aime écouter et ce que j'aime écrire. Donc, j'ai fait du rap. Et puis, plus tard, quand j'ai pu le faire, je me suis reconsacré vraiment à l'écriture. C'est le même exercice et à la fois pas le même exercice du tout. Et le Book Club continue. France Culture, le Book Club, Marie Richeux. Et à cette heure-ci, comme chaque mercredi, l'heure est venue de nous pencher sur le champ de la littérature jeunesse avec vous, Mathilde Wagman. Bonjour Mathilde. Bonjour Marie. Et aujourd'hui, vous vous intéressez à la représentation d'un animal en particulier dans cette littérature. Et oui Marie, vous le savez, un très grand nombre d'ouvrages pour la jeunesse s'emparent de figures animalières, le plus souvent anthropomorphisées, pour en faire des personnages. La littérature jeunesse joue ainsi un rôle décisif dans l'histoire culturelle et symbolique des animaux. Le chantre français de cette histoire-là, le médiéviste Michel Pastoureau, lui fait d'ailleurs régulièrement place dans ses analyses. Ce dernier n'a pourtant pas consacré d'études complètes à un animal qui est sans doute l'un de ses héros les plus récurrents. Je veux parler du lapin. Pourquoi le lapin ? C'est la question que je me suis posée à la lecture des très nombreux albums encore parus depuis la rentrée, le mettant en scène. La chose est ancienne, bien sûr, pensez au nombre de classiques qui le font intervenir. Si l'on procède par ordre chronologique, il faut évidemment commencer par citer le lapin blanc de Lewis Carroll. C'est lui qu'Alice suit jusqu'au pays des merveilles dans le tout premier chapitre du livre paru en 1865. Absolument décisif dans cette histoire, quelques siècles après, les deux contes imaginés par la Britannique Beatrix Potter, mettant en scène Pierre et Jeannot Lapin en version française en 1902 et 1904. Toujours dans le domaine anglophone, on peut aussi penser au très fameux Goodnight Moon, Bonsoir Lune de Margaret Wise Brown et Clement Hurd. Côté français, citons le lapin effrayé par le loulou de Grégoire Solotareff, les immenses oreilles dont les mouvements suivent les émotions du personnage Laurent tout seul d'Anaïs Vaugelade, ou encore la série à succès mettant en scène le fameux Simon de Stephanie Blake, inauguré en 2002 par le célèbre Cacaboudin. En termes de lapin prénommé Simon, je signale pour finir ce petit panorama que je préfère quant à moi celui que met en scène Adrien Albert dans une série dont le dernier opus, Un bisou pour mon frère, vient de paraître. Tellement trop mignon, il y a un autre opus où il va rejoindre son frère au-delà de la montagne qui s'appelle Simon sur les rails, on adore. Mais Mathilde, alors vous disiez que vous étiez demandé mais pourquoi le lapin ? Donc je vous pose la question, pourquoi il y a tant de lapins dans les livres pour les plus jeunes lecteurs et lectrices ? Ouais, bon alors c'est très difficile de répondre à cette question, Marie, je risque de vous décevoir. Je mentionnerai quand même qu'il s'agit d'un animal domestiqué depuis bien longtemps, depuis le Moyen-Âge, point important. L'anglais a d'ailleurs deux termes distincts pour notre seul lapin, bunny, qui désigne la version domestique, et rabbit, plus général. Le fait qu'il soit assez inoffensif pour l'homme influe aussi sur sa représentation. Très rares sont d'ailleurs les personnages de lapins méchants. Rapide, petit, léger, l'animal a aussi des caractéristiques physiques immédiatement identifiables en termes graphiques. Je veux bien sûr parler de ses grandes oreilles. Cela permet aussi, je pense, de comprendre son succès. Et puis, le lapin est un animal très doux au toucher. C'est un point fondamental à mon sens. Oui, parce que la douceur, c'est justement au cœur d'un album dont vous vouliez nous parler aujourd'hui, Mathilde. Oui, Marie, l'envie de consacrer cette chronique à la figure du lapin m'a en réalité été donnée par la parution toute récente d'un nouvel opus mettant en scène l'adorable lapin Jacominus Gainsborough, imaginé par Rebecca d'Outremer. Le tout premier, Les riches heures de Jacominus Gainsborough, racontait 12 moments de l'existence du personnage, de sa naissance
jusqu'à sa mort. Le deuxième, Midi Pile, nous le présentait en jeune adulte sous la forme d'un diorama en papier découpé. Le troisième explorait une toute petite seconde de sa vie dans un grand Leporello. Et le quatrième, une chose formidable, nous le donnait à voir, une fois devenu vieux, l'autrice interprétant elle-même son texte dans un disque qui accompagnait l'ouvrage. S'il me semble pertinent de parler de Jacominus lorsque l'on s'intéresse aux lapins dans la longue histoire de la littérature jeunesse, c'est que Rebecca d'Outremer se situe elle-même dans cette longue tradition. Dans le premier volet, elle rendait explicitement hommage au Peter Rabbit de Beatrix Potter, et je pense aussi que le petit gilet bleu en laine sans manches dont le personnage ne se sépare jamais est un hommage direct au gilet porté par le lapin blanc d'Alice. Le tout dernier volet, qui vient de paraître aux éditions Sarbacane, s'appelle quant à lui Jacomimi et occupe une place un peu singulière dans l'ensemble, car pour la première fois, l'autrice s'adresse à de tout jeunes enfants des 2 ans. Au contraire des autres, il contient peu de texte et met en scène Jacominus en tout jeune lapereau entouré de ses amis. La narration se construit autour d'une référence à différentes qualités du personnage. Il est mignon, Jacominus, lit-on en le découvrant, un pissenlit à la main. Très mignon. Trop mignon ? Mais non, on n'est jamais trop mignon. Et ainsi de suite, le livre se demandant ensuite si Jacominus est trop gentil, trop doux, trop rigolo ou rêveur, et répondant bien sûr toujours par la négative. Grâce à l'extraordinaire qualité des dessins, réalisés comme toujours au crayon et à la peinture, on a l'impression de ressentir physiquement au toucher la douceur du pelage du lapereau que l'on a terriblement envie de caresser. La douceur donc, je vous le disais, et son corollaire, la tendresse, à l'honneur avec Jacominus et quelques autres lapins. Merci beaucoup Mathilde, on en profite pour signaler que Rebecca d'Outremer est l'invitée d'honneur de la Foire du Livre de Brive qui s'ouvre après-demain. On pourra aussi la voir ce soir à 19h sur la scène du théâtre de Brive où elle interprète sa Conférence ébouriffée. C'est un spectacle pour les enfants dans lequel elle parle justement de la création de ce personnage de Jacominus qu'on a en effet très 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 envie de caresser. Lecture jeunesse est votre chronique et on la retrouve sur franceculture.fr. Je suis sûre que le jeu de la fin de l'émission va vous parler, Ludovic Billard, parce qu'on cherche de la musique dans les livres et qu'il y en a dans votre livre Cartilage, notes d'intérim paru aux éditions Le Castor Astral. On l'a dit tout à l'heure, souvent la musique elle apparaît comme vraiment une échappée possible, une forme de liberté et de libération. C'est donc avec un extrait de votre livre qu'on joue au grand jeu des pages musicales. Lors de son passage à l'usine durant l'année 1935, Simone Veil écrit dans son journal « Ce sont les tâches misérablement payées pour lesquelles on se fatigue le plus, parce qu'on tend toutes ses forces jusqu'à l'extrême limite pour ne pas couler le bon. On s'épuise, on se crève pour 2 francs l'heure. Et non parce qu'on fait une tâche qui exige qu'on s'y crève, non simplement à cause du caprice et de la négligence du chrono. On se crève sans qu'aucun résultat ne corresponde à la peine. Là, on se sent vraiment esclave, humilié jusqu'au plus profond de soi. Aujourd'hui, on me poste avec les frères Gianni, qui turbinent toujours en duo. Ils ont dit à la secrétaire qu'ils avaient besoin de moi pour épuiser le chantier merdique qu'on leur imposait. En réalité, ils ont fini la veille ce qu'ils avaient à faire. Comme ils sont payés pour 3 jours de travail, l'idée de se foutre de la gueule de la direction les fait bien marrer. Sur la route, on met un disque de Bone Thugs and Harmony. L'aîné annonce qu'on va traîner en centre-ville et s'envoyer du café et quelques brioches. Ensuite, chacun pourra rentrer chez soi. Bum, 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 bum. Now tell me what you gonna do when it ain't nowhere to run. When judgment comes for you, when judgment comes for you. Tell me what you gonna do when it ain't nowhere to hide. When judgment comes for you, 'cause it's gonna come for you. And I'm gonna miss everybody out of rolling flows like I ain't looked at a while. Like I'm playing for dust and they play too deep for peace. Little as I got to be. Tell me your piece of deceased, would it please? Marry me by my grand, your way, you can go. God bless you, working on a plan to heaven. Follow the Lord all 24/7 days. Merci beaucoup Ludovic Billard d'avoir été avec nous. Merci à vous.
C'est grâce à vous qu'on termine comme ça fait plaisir. Ouais, du Bone Thugs, ça fait plaisir, effectivement. Cartilage, note d'intérim apparue au Castor Astral et on mettra les références de vos autres livres sur la page du Book Club au son. Aujourd'hui, c'était François Saint-Jour à la réalisation, June Loper. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club. Jeanne Aléos, Marianne Chassor, Mathilde Wagman, Cyril Marchand, Alexandra Lajbegovic, et Oriane Mignot. Très bel après-midi sur France Culture.